L'audience de confirmation des charges dans l'affaire Dominique Ongwen a duré 5 jours, du 21 au 27 janvier 2016 à la Cour pénale internationale, à La Haye. Au cours de cette audience, toutes les parties et participants, le bureau du procureur, la défense et les représentants légaux des victimes ont fait des présentations. Les procédures ont eu lieu devant la chambre préliminaire 2 de la Cour pénale internationale, qui est composée de Monsieur le juge Kuno Tarfusser, juge président, Monsieur le juge Marc Perrin de Brichambault et Monsieur le juge Chang Ho-chung. L'audience de confirmation des charges est une audience publique, suite à laquelle les juges de la CPI décideront s'il y a suffisamment de preuves établissant des motifs substantiels de croire que Dominique Ongwen a commis les crimes que l'accusation a présentés devant les juges. L'audience sert à assurer l'équité des procédures en évitant qu'un suspect ait à répondre d'accusations et d'aller en procès sans qu'il y ait des bases sérieuses et des éléments de preuve suffisants contre lui. Dominique Ongwen, commandant présumé de la brigade Signa de l'armée de résistance du Seigneur, ARS, est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui auraient été commis pendant les attaques contre les civils au camp de déplacés de Lukodi, Pajolé, Odek et Abok entre octobre 2003 et juin 2004, tels que le meurtre, la tentative de meurtre, la torture, des traitements cruels et autres actes inhumains, la réduction en esclavage, les atteintes à la dignité de la personne, le pillage, la destruction de biens et la persécution. En outre, l'accusation allègue que, au moins du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005, Dominique Ongwen, Joseph Kony et d'autres commandants de la brigade Signa ont fait partie d'un plan commun visant à enlever des filles et des femmes dans le nord de l'Ouganda, qui ont ensuite été utilisées par la force comme épouses et esclaves sexuelles, torturées, violées et obligées à servir comme aides domestiques, et visant à enrôler et utiliser des enfants de moins de 15 ans pour participer activement dans les hostilités. Cela est extrêmement utile et je vais donc maintenant demander à M. Ongwen s'il a parfaitement compris les charges alléguées par le procureur à son encontre. J'aimerais savoir si ces charges lui ont été notifiées dans une langue qu'il comprend parfaitement, à savoir la Tcholi. Monsieur Ongwen, vous avez la parole. Monsieur Ongwen, merci, Monsieur le Président. En ce qui me concerne, que les charges soient lues ou ne soient pas lues, de toute façon, il s'agit d'une perte de temps. Peut-être que vous direz 5 mots et il n'y aura qu'une chose qui sera vraie. Vous pourrez dire 10 mots et il n'y aura que 2 choses qui seront vraies. La lecture de ces charges, qu'elles soient véridiques ou non, de toute façon, représente une perte de temps. Le document m'a certes été remis, le document avait été traduit en Acholi, donc j'ai lu le document, effectivement, et je l'ai compris. Je vous remercie. Après l'ouverture des procédures, Benjamin Gumpert, premier substitut du procureur, a commencé à présenter les événements de preuve de l'accusation. Pendant plus d'une décennie, et ce jusqu'à son arrestation en janvier 2015, Dominique Ongwen a été l'un des commandants les plus hauts gradés de l'armée de résistance du Seigneur, l'ARS. L'ARS est un groupe armé qui a vu le jour en Ouganda du Nord à la fin des années 80. Son objectif était de renverser le gouvernement de M. Yoweri Museveni, qui était à l'époque, comme de nos jours, le président de l'Ouganda. Les allégations du procureur à l'encontre de M. Dominique Ongwen portent sur sa conduite entre le mois de juillet 2002 et le mois de décembre 2005. Pendant cette période, il y a eu régulièrement des combats entre les combattants de l'ARS et les troupes du gouvernement de l'Ouganda. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une guerre civile que se livraient des hommes en uniforme. Loin de s'en tenir à des attaques à l'encontre des forces armées de l'Ouganda ou à l'encontre d'autres représentants des autorités, l'armée de résistance du Seigneur a attaqué des citoyens, des civils tout à fait ordinaires qui n'aspiraient qu'à vivre leur vie en paix. L'armée de résistance du Seigneur a tendu des embuscades
embuscade à des véhicules de civils le long des routes. Elle a attaqué et incendié les camps dans lesquels les villageois avaient été contraints de se rendre pour les protéger, et ce à cause d'attaques préalables. Elle a pillé leurs vivres, les vêtements et d'autres produits de première nécessité dont ces victimes avaient besoin pour survivre. Elle a tué et blessé des innocents qui n'étaient absolument pas intéressés, n'avaient aucun intérêt pour cette violente lutte de pouvoir dans laquelle s'était engagée cette armée. Elle a réduit en esclavage les survivants pour qu'ils transportent le butin et pour qu'ils fassent office d'enfants soldats et d'esclaves sexuels. Au cours de sa présentation des éléments de preuve, le bureau du procureur a exposé des documents, des cartes, des enregistrements de communications radio interceptées, des vidéos, des dépositions de témoins et d'autres preuves. La Chambre préliminaire 2 a autorisé 2026 victimes à participer à cette procédure. 1434 victimes sont représentées par Joseph Akwenyu Manoba et Francisco Cox, et 592 victimes par Paulina Macida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes. Maître Macida, Monsieur le Président, 17 ans se sont passés depuis la fin du conflit en Ouganda. Les victimes ont commencé à attendre depuis maintenant 13 ans. Au cours des dernières années, les victimes ont exprimé un fort sentiment de frustration, étant donné que le mandat d'arrêt qui avait été délivré en 2005 n'avait pas été exécuté, mandat d'arrêt qui avait été délivré contre l'un des plus grands commandants de l'armée de résistance du Seigneur. Certaines victimes ont commencé à perdre confiance dans la procédure. D'autres victimes sont décédées. Toutefois, le transfèrement de M. Ongwen à la Cour a ressuscité un tant soit peu la confiance dans la Cour, et les victimes ont exprimé leur espoir et leur soulagement parce qu'elles veulent contribuer ou apporter leur contribution dans la quête de la vérité et veulent que leur voix soit entendue dans ce procès. Pour la majorité absolue des victimes, à l'exception d'un nombre très très limité, avoir le statut de victime et de témoin représente une procédure qui, pour elles, semble être la seule façon de relater quelque chose qui pourrait avoir une pertinence dans cette quête pour la vérité. Jane Adang, représentante légale des victimes, a donné sa présentation sur l'origine et l'impact du conflit sur les victimes et les communautés. Joseph Akwenyu Manoba et Francisco Cox ont présenté les vues de victimes de 28 villages consultés en janvier 2016. Ils ont présenté l'impact que les crimes ont eu sur les victimes et l'opinion des victimes sur les charges de cette affaire et leurs attentes vis-à-vis de la Cour. Les victimes veulent que votre chambre, messieurs, les juges, prennent conscience du fait que par l'enlèvement des enfants, en les enrôlant dans les hostilités, en les tuant, tout cela a touché les familles au cœur de celles-ci et le tissu social des familles. Et donc les victimes ont été une deuxième fois victimes. Et c'est d'autant plus important que les enfants africains jouent un rôle important dans la famille. Ils aident leurs parents et les autres membres de la famille. C'est une responsabilité unique que l'on connaît pour l'enfant africain et que l'on retrouve dans la Charte africaine pour les droits de l'enfant en son article 31. Nombreuses sont les victimes qui parlent de cette pauvreté, de la faim, même encore aujourd'hui. Or, ces attaques ont eu lieu il y a plus de 10 ans. Voilà l'impact sur les victimes de ces crimes commis par Dominique Ongwen. M. Cox a présenté les vues des victimes sur la responsabilité quant à ces crimes, particulièrement eu égard au recrutement forcé de M. Ongwen quand il était enfant et sur l'étendue des charges portées dans cette affaire. Messieurs les juges, lorsque nous avons rencontré ces victimes, nous leur avons posé une question. Qu'attendez-vous de nous, avocats? Et je vous dirais que ce qu'ils ont très souvent réitéré, c'est, et je cite à nouveau, « Revenez et dites-nous ce qui s'est passé ».
qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle. Fin de la citation. Nous espérons qu'après avoir entendu les éléments de preuve présentés par le bureau du procureur, nous espérons, disais-je, que vous rendrez une décision et que vous indiquerez qu'il y a des motifs substantiels de croire que toutes ces charges invoquées contre Dominique Ongwen seront retenues pour que nous puissions repartir là-bas en leur donnant la bonne nouvelle qui sera la première pierre sur les défis de la justice et pour qu'ils soient rassurés et assurés que cela ne se reproduira plus pour eux. Messieurs les juges, nous vous demandons respectueusement d'avoir l'amabilité de confirmer toutes les charges contre Dominique Ongwen. Crispus Ayano Dongo, conseil principal de la défense, a pris la parole pour décrire Dominique Ongwen, enfant. Ce dernier a été enlevé par l'ARS, forcé d'accepter leurs règles et coutumes et de commettre des crimes sous la contrainte. Dominique Ongwen était un enfant innocent, qui n'avait pas le moindre penchant pour la violence ou un état de non-droit. Et donc, ceci d'ailleurs a été remarqué par des journalistes, des chercheurs et toute personne qui voulait étudier l'histoire de Dominique Ongwen, l'enfant, petit enfant, au moment où il a été enlevé. Monsieur le Président, si Dominique a chuté, ceci était dû à le comportement de Connie qu'il a laissé en fait devant un choix du diable, un dilemme. Je dis que Dominique Ongwen a été placé devant un dilemme du diable, car il était en captivité dans les circonstances dans lesquelles il se trouvait. Pour lui, il devait choisir entre soit l'obéissance et la soumission ou la mort certaine. Il a choisi ce dernier choix. Monsieur Odongo a ensuite précisé qu'au cours de ses promotions, dans les rangs de l'ARS, son client avait essayé de s'échapper de nombreuses fois et de s'opposer à Joseph Kony. La défense saura vous montrer à plusieurs reprises, messieurs les juges, que M. Dominique Ongwen a effectivement fait des tentatives d'évasion, mais qui n'a pas été en mesure de s'évader à cause de l'attention spéciale que Joseph Kony lui a accordée. Et d'ailleurs, et c'est un fait, cela fait partie du dossier, il a, dès le début, pris contact avec le général Salim Saleh, qui est le frère du président, M. Museveni, et un protagoniste particulièrement important du gouvernement de l'Ouganda. Son objectif étant à l'époque de se rendre. Cela lui a valu des châtiments corporels particulièrement pénibles, ainsi qu'un très long emprisonnement, une très longue détention. Il faut savoir qu'à partir de cette date, Joseph Kony n'a plus jamais fait confiance à Dominique Ongwen et l'a surveillé quelles que soient ses activités. Il a fait en sorte que des gens l'espionnent tout le temps. L'audience de confirmation des charges s'est terminée mercredi 27 janvier 2016, avec les observations finales des parties et participants et avec les questions de la Chambre.